je voudrais en fait le remercier. Donc, tout d'abord, j'ai mis la belle photo de la journée. Donc, c'est un remerciement pour cette initiative, pour cette manifestation scientifique qui nous a réunis dans une ambiance très conviviale. Et après 2 années de Covid-19, donc c'est un grand merci pour l'idée et pour la bonne organisation. Quelle est la place des EFR dans l'asthme? Alors, vous le savez déjà, c'est une place qui est très importante, parce que si vous voyez la définition de l'asthme, c'est une maladie qui est en fait, elle se caractérise par des symptômes respiratoires, à type de sifflement, de dyspnée, de tout qui sont variables dans le temps, avec une limitation variable des débits, et qui dit cette variabilité des débits va dire évidemment la spirométrie. Donc en fait, pour faire le diagnostic de l'asthme, on a besoin de deux choses. On a besoin de symptômes respiratoires qui évoquent l'asthme, qui sont variables dans le temps, mais on a besoin aussi de mettre en évidence cette limitation, elle aussi qui est variable du débit expiratoire, par la mise en évidence d'un trouble ventilatoire obstructif qui doit répondre au bronchodilatateur. L'asthme est une maladie variable. Les symptômes varient en intensité et dans le temps. D'ailleurs, en même temps que l'inflammation. Mais en parallèle, vous allez avoir aussi une variabilité de la fonction respiratoire qui va aller dans le sens contraire. Lorsque le malade est très symptomatique, vous allez avoir des troubles plus importants de la fonction respiratoire. Si vous mettez le malade sous traitement, en fait, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, vous allez améliorer les symptômes, vous allez diminuer cette variabilité, améliorer la fonction respiratoire et vous allez aussi améliorer la variabilité de cette fonction respiratoire. À titre d'exemple, vous voyez sur ce schéma, on voit là, c'est un asthmatique avant la mise en route du traitement. Vous avez un débit expiratoire de pointe qui est très variable dans le temps, entre le matin et le soir. Il dépasse les 50% et il est très bas. Une fois on a mis le malade sous traitement corticoïde, on a une amélioration du débit expiratoire de pointe, mais en même temps, on a une diminution de la variabilité. Ici, on avait plus que 50%, et ici, on a à peine 15%. Et c'est pour cette raison que, selon les recommandations actuelles, lorsque vous êtes devant une suspicion clinique d'asthme, la première chose à faire, c'est de faire l'aspirométrie. Si l'état du patient le permet, on va commencer par l'aspirométrie. Et si vous allez mettre en évidence un trouble ventilatoire obstructif et en plus, vous avez une bonne réponse au bronchodilatateur, vous avez fait le diagnostic de votre asthme. Maintenant, si l'état de votre patient ne le permet pas, on est obligé de mettre en route le traitement alors que l'aspirométrie sera faite en fait ultérieurement. Alors, le trouble ventilatoire obstructif, je ne vais pas vous dire ce que c'est, vous le savez très bien, c'est une diminution du VMS, une diminution du débit expiratoire de pointe et cet aspect creusé de la courbe qui est très important, mais c'est surtout une diminution du rapport VMS sur la capacité vitale. Alors, une petite parenthèse par rapport à ce qu'on venait de dire tout à l'heure, il y avait toujours cette querelle. Est-ce que c'est la capacité vitale forcée? Est-ce que c'est la lente? Alors aujourd'hui, il n'y a plus de problème chez les fonctionnalistes, c'est la meilleure des deux. Encore faut-il faire la capacité vitale lente. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ne font plus la capacité vitale lente. Donc, il faut faire les deux et prendre la meilleure en sachant qu'à l'état physiologique, la capacité vitale lente est toujours meilleure que la forcée. Et si la forcée est meilleure, c'est que le sujet n'a pas bien fait la capacité vitale lente. Maintenant, si la forcée est meilleure, c'est que très probablement, il n'a pas bien soufflé et sa lente aurait dû être au moins égale à la forcée. C'est pour cette raison que le rapport de Tiflon maintenant, c'est la meilleure valeur de la lente ou bien de la forcée. Alors, je voudrais, avant de continuer, insister sur 2 points essentiels. D'abord, les règles de bonne pratique de l'aspirométrie. Si vous faites l'aspirométrie n'importe comment, vous allez avoir un résultat qui est faux et la candidature sera évidemment erronée. Donc, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas parce qu'on est pneumologue
qu'on a pris l'habitude de faire la spirométrie. Il faut être formé pour ça. Donc, il faut avoir un bon opérateur. Le patient doit être coopérant. Si vous avez un vieux papy qui ne comprend rien, ça ne sert à rien. Ça va pas donner. Donc, avec la bonne réalisation de la manœuvre, la reproductivité, je ne vais pas entrer dans les détails, mais les règles de bonne pratique sont très importantes. Deuxièmement, les normes actuelles, si Ali l'a bien expliqué, actuellement on se base sur la base GLI, et ce sont des équations qui ont été faites sur à peu près 100 000 individus, quand même un nombre très important. Et puis l'intérêt, c'est que dans cette étude, on a distingué différents groupes ethniques, sachant qu'il existe une grande variation entre les différentes ethnies. Et puis, autre chose, on se base bien sûr sur le Z-score. Vous savez, en fait, si vous prenez un groupe de sujets qui a 20 ans, de sexe masculin et qui mesure 1,65 m, vous allez avoir une courbe de Gauss. Donc, l'esprit de la limite inférieure de la normale, c'est dire finalement la valeur normale, c'est une intervalle. Si on accepte un risque d'erreur de 5%, on va avoir cet intervalle des valeurs normales. Et si le sujet a une valeur inférieure à la limite inférieure de la normale, eh bien vous allez dire que ce monsieur n'est pas normal en prenant le risque de 5%. Il y a peut-être, vous avez 5% de risque que lui, il est normal et vous l'avez pris pour quelqu'un qui a un problème. Alors, évidemment, l'intérêt de la limite inférieure de la normale, comme ça a été aussi expliqué par Sally, vous voyez que jusqu'à l'âge à peu près 40 ans, que ce soit pour le VMS ou pour la capacité vitale, les femmes ou les hommes, on est à peu près à 80%, les fameux 80% qu'on avait avant. Mais au-delà de cet âge-là, la différence devient très importante, d'où l'intérêt de se fier à la limite inférieure de la normale et pas aux valeurs des 80%. Alors là, donc, on voit bien avec le Z-score, ça a aussi été expliqué par Sally, vous avez une capacité vitale là qui est normale, là avec un VMS qui est bas, un rapport VMS sur la capacité vitale qui est diminué. Juste un point, le trouble ventilatoire obstructif n'est pas défini par une diminution du VMS, parce que dans le syndrome restrictif, vous avez aussi une diminution il faut avoir une diminution du rapport typho parce que c'est spécifique, c'est le signe pathognomonique du trouble ventilatoire obstructif. Bon, une fois on a fait le diagnostic du trouble obstructif, on va chercher la réversibilité. Alors, les recommandations ATS ERS depuis l'année 2019, ils ont attiré l'attention sur un point que je pense essentiel. Alors, on parle de test de réversibilité. On vous dit que si vous donnez la piazoline à un malade qui a la tuberculose, ça peut donner une hyperuricémie. Mais ne vous inquiétez pas, ce trouble, c'est un effet secondaire qui sera en fait réversible. C'est-à-dire, une fois on arrête le traitement, on revient à la normale. En matière de réversibilité de troubles obstructifs, on n'est pas dans ces conditions-là. Lorsqu'on met le malade sous traitement, on ne cherche pas une réversibilité, on ne cherche pas à revenir à une valeur normale. On cherche une amélioration significative avec les bronchodilatateurs. Donc, le terme de réversibilité est mauvais. Il faut mieux parler de terme de réactivité. C'est-à-dire, il répond à ce traitement. Alors, le test de provocation, le test de bronchodilatation, il faut le faire même si le VMS est normal. Nous avons vu tout à l'heure la courbe de Gauss avec la moyenne qui est à 100%. Si vous avez un VMS à 90%, rien ne vous dit que le patient avant n'était pas à 110%. Donc, même si le VMS est normal, il faut faire le test de bronchodilation. On peut avoir une certaine amélioration. Donc, on donne habituellement 2 à 4 bouffées de ventoline. On peut le faire aussi avec ipratropium, par aérosol dosage avec chambre d'inhalation. Et chose essentielle, attendre 15 minutes. C'est très important. Dans le service, ce sont des techniciens qui font la spirométrie. Alors, il est toujours, il est généralement pressé. Il va aller prendre un café, etc. Alors, je vous montre les résultats de cette étude que nous avons fait dans le service il y a pas très longtemps avec Jamel Roul et avec Mera Bouda. Et on a essayé de voir un peu chez des patients qui ont un TVO, quel est le meilleur délai pour chercher pour avoir une bonne réversibilité. Donc, on a pris 5 minutes, 10, 15, 20 et 30 et on a vu que le meilleur moment, c'est à 20 minutes. On a même trouvé des gens qui, après 20 minutes, n'étaient pas réversibles et qu'à 25 minutes, il était positif. Donc, lorsque après 15 minutes,
vous avez un test qui n'est pas encore donc positif. Et si vous avez la patience, attendez un peu, peut-être que vous allez trouver cette réversibilité 5 minutes après. Il est évident que si vous faites le test après 10 minutes, ça n'a aucun intérêt parce que vous allez passer à côté d'un test positif. Est-ce qu'il faut arrêter les bronchodilatateurs? Alors, nous avons vu au tout début que l'aspirométrie, il faut la faire avant le démarrage du traitement. Maintenant, si vous allez faire si vous n'avez pas fait le diagnostic et vous allez faire après l'aspirométrie, il vaut mieux arrêter le traitement. Mais pour la surveillance du patient, on va revenir sur ça tout à l'heure, il n'est pas obligatoire d'arrêter le traitement à chaque consultation. Mais ce qui est recommandé actuellement, c'est de faire ces spirométries toujours dans les mêmes conditions. Si au cours du contrôle, vous faites ces spirométries sous traitement, vous continuez à le faire. Si vous avez l'habitude de les arrêter, il faut les arrêter pour en fait comparer des choses qui seront comparables. Bien. Quel est le seuil de positivité au bronchodilateur? Alors, pendant de très longues années, il est admis actuellement que ce seuil, il est de 12% par rapport à la valeur initiale et de 100 millilitres. Chez l'adulte, chez l'enfant, on parle de 12% de la valeur théorique. Alors, c'est l'un des seuils qui a survécu le plus longtemps dans l'histoire, parce qu'avant, on parlait de 20%, on parlait de 15% de la valeur théorique. Alors, ce qui vient actuellement d'être recommandé tout récemment par le groupe ERS-ATS, c'est de revenir à la valeur théorique. Et on dit que maintenant que leur proposition, c'est de considérer le test réversible si vous avez une amélioration de 10%, amélioration de 10% de la valeur théorique. C'est la recommandation du groupe ERS-ATS, ce n'est pas encore le GINA. Est-ce que ça va être adopté par le GINA? Pourquoi cette proposition? Cette proposition, elle repose sur deux faits importants. Tout d'abord parce que vous avez un pourcentage qui est relatif. C'est pourcentage par rapport à la valeur initiale. Il est évident que plus la valeur initiale est basse, plus la moindre augmentation en valeur absolue va donner un pourcentage très important. Si au lieu d'avoir un VMS de 3 litres, vous avez 1 litre, vous passez de 1 litre à 1 litre 150, vous avez gagné 150 litres, c'est pas beaucoup, mais vous avez gagné 15%. Par contre, si vous allez vous référer à la valeur en fait théorique, hein, vous allez avoir uniquement 5%. Ça, c'est la première critique. La deuxième critique pour la valeur absolue. On dit 200 millilitres. Est-ce que 200 millilitres chez un jeune de 20 ans qui mesure 1,90 m a la même signification que vieux qui a 85 ans et qui mesure 1,50 m? Vous voyez que là, il y a un problème. Et c'est pour cette raison qu'on revient un peu à cette notion de valeur initiale. D'ailleurs, à la valeur théorique, vous voyez que chez l'enfant, ça a toujours été en fonction de la valeur théorique. Maintenant, je vais vous décevoir un peu. Les résultats selon lesquels on a fait cette étude-là, je n'ai pas fermé. Un point important, c'est que si vous voyez les articles sur lesquels ils se sont basés, ce sont tous des articles anciens. En fait, l'article le plus récent, il date de l'année 2012. C'est une revisite un peu le résultat de cette étude. Donc, on a changé, en fin de compte, le seuil, pas sur des résultats d'études récentes. Mais seulement, on s'est dit, bon, comme ce n'est quand même pas normal de prendre 200 millilitres pour tout le monde, hein, et puis de rester en rapport avec la valeur initiale. Bien. Alors, en sachant que ce seuil de 12% ou de 10%, nous avons dit tout à l'heure que c'est un test de réactivité. Pourquoi le 12% et pourquoi les 200 millilitres? Parce que pour que cette réactivité soit logique, elle doit être meilleure de ce qu'on peut observer chez un sujet normal. Vous prenez une personne normale, vous lui donnez 2 bouffées de Ventoline, il peut améliorer son VMS. Et il peut l'améliorer, selon cette étude, jusqu'à 9%. De même, si vous prenez un asthmatique et vous lui donnez un placebo, il faut que le bronchodilateur doit faire mieux que le placebo. Or, avec le placebo, on peut aller jusqu'à 12,3% et 178 millilitres.
Donc, le seuil, il a été déterminé parce qu'à partir de ce résultat et de cet intervalle de confiance chez le sujet normal, ou sous traitement, ou avec le placebo, vous devez faire mieux. Voilà. Il y a aussi, oui. Il peut faire mieux, tout à fait, tout à fait. Alors pendant très longtemps, on disait que oui, le test de bronchodilation, c'est très intéressant pour distinguer l'asthme de la BPCO. Jusqu'à cette étude APLIFT, qui a porté sur des sujets qui ont un BPCO très sévère, vous voyez le VMS, eh ben, on s'est rendu compte que chez ces vrais BPCO, on peut améliorer, l'amélioration elle est supérieure à 15% chez 65% des gens. Vous voyez, il y a même des gens qui ont, des personnes qui ont une amélioration encore plus importante. Alors, ça c'est en pourcentage, mais aussi en valeur absolue. On a à peu près 55%, ils font mieux que 200 millilitres. Et c'est pour cette raison que depuis maintenant 10 ans, on voit sur le GOLD qu'on ne peut pas se baser sur la réversibilité pour faire le diagnostic de la BPCO. Alors, c'est pour cette raison que le GILA a eu l'idée de, en plus de ce seuil initial, ajouter un autre seuil qui serait plus spécifique de l'asthme. C'est-à-dire que si vous avez une amélioration très importante de 400 millilitres, voire de 15% par rapport à la valeur initiale, ben là, vous êtes quand même beaucoup plus dans l'asthme que dans la BPCO. Mais le seuil de 12 ou de 10%, on verra ce que le GINA finalement va décider, il est pour le moment, il reste valable. Bon. Une autre révolution dans le diagnostic de l'asthme. Pendant des années, on disait que l'asthme, vous devez mettre en évidence un trouble ventilatoire obstructif, vous donnez 2 à 4 bouffées de ventoline et vous faites un autre VMS. Et si vous améliorez, vous avez un test de réversibilité. Alors, ceci n'est plus valable maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, on ne parle pas de réversibilité, on parle de variabilité. C'est-à-dire on doit prouver que chez cet asthmatique, il y a un trouble obstructif qui est variable dans le temps. Donc, s'il a un VMS à un certain pourcentage et la fois prochaine, il a un VMS beaucoup plus bas, ben vous avez la variabilité, ou bien mieux. Donc, on va tout faire pour chercher cette variabilité et ne pas se limiter à ce test dans le laboratoire. Donc, vous allez chercher la réversibilité dans le laboratoire, c'est le premier point. Mais après, vous pouvez faire aussi le chercher après un traitement par des corticoïdes inhalés au cours de 2 visites différentes, 2 saisons différentes, après avoir arrêté le traitement ou lors des symptômes. L'objectif, c'est de mettre en évidence 2 points où vous avez une différence de ces 12% et de ces 200 millilitres. Alors, est-ce qu'on peut, voilà, concernant l'intérêt de la réversibilité de la capacité vitale forcée, un peu dans le sens de ce qu'on discutait tout à l'heure, vous savez que la diminution de la capacité vitale forcée, elle traduit plus une obstruction des petites voies aériennes, elle est assez spécifique de l'obstruction des petites voies aériennes. Or, on sait que dans l'asthme, que ce soit des études donc histologiques ou fonctionnelles, on a cherché à mesurer les résistances au niveau des petites voies aériennes, on sait que les petites voies aériennes, on a les mêmes lésions de l'asthme qu'on observe dans les grosses bronches. Donc, il y a une atteinte des petites voies aériennes. Et ceci étant, la capacité vitale forcée, lorsqu'elle est réversible, ça traduit beaucoup plus une obstruction distale, donc on est plus dans la BPCO. Même si dans l'asthme aussi, on peut en trouver. Alors, et c'est pour cette raison que si on voit les recommandations ERS-ATS en 2005, on disait qu'il faut voir le VMS et la capacité vitale forcée. Ce même groupe, en 2019, il dit non, on ne voit pas la capacité vitale forcée. Et ce même groupe, en 2022, il dit de nouveau qu'on doit les voir. Vous voyez que ce n'est pas encore bien réglé. Mais, et ce n'est pas aussi retenu par le GINA. Maintenant, lorsque vous faites la spirométrie, ça ne vous coûte rien de voir un peu si la capacité vitale forcée, si elle est améliorée, vous serez plus dans le syndrome éventuellement de chevauchement. Mais de toute façon, ce patient, il va mieux répondre au traitement si on met en évidence cette réversibilité. Alors, la mesure du débit expiratoire de pointe, aussi, donc on peut mesurer la variabilité dans la journée. Donc, on va comparer la minimale et la maximale sur la moyenne, puis sur 1 à 2 semaines,
Et si vous avez une variabilité qui doit être supérieure à la variabilité donc normale, en l'occurrence 10% chez l'adulte et 13% chez l'enfant, eh bien, vous pouvez aussi mettre le diagnostic, mettre en évidence le diagnostic de la variabilité de l'asthme. Alors, si vous avez tout essayé et vous n'avez pas pu mettre en évidence cette réversibilité, ben à ce moment-là, on va faire un test de provocation, soit avec des stimuli physiques à l'effort ou l'hyperventilation isocapique, soit en utilisant des drogues. Et ce qu'on fait actuellement le plus, c'est le test à la méthacholine. Alors, les contre-indications, je n'insiste pas. Le plus logique, c'est si le VMS est bas, si vous ne voulez pas envoyer votre malade en réanimation, vous avez intérêt à faire plutôt un test de bronchodilatation. S'il est déjà obstructif, c'est évident. Sinon, s'il a un problème donc cardiovasculaire récent, si on n'est pas sûr de faire une bonne spirométrie ou si le sujet n'est pas capable de faire bien les manœuvres. Sinon, il faut la faire. Donc, généralement, c'est la méthode du dosimètre avec la dose qui va être doublée à chaque palier et puis le VMS qui est mesuré après chaque dose. On va chercher la PD20. C'est quoi la PD20? C'est la dose qui va entraîner une diminution de 20%. Alors, plus cette PD20 est basse, plus le diagnostic de l'asthme sera plus probable. Alors, quelle est la valeur du test à la méthacholine dans le diagnostic de l'asthme? Bon, on sait que l'asthme est généralement associé à une hyperréactivité bronchique, elle qui est habituellement persistante. Même lorsqu'on met le malade sous traitement, il reste hyperréactif. Oui, mais on sait aussi que des fois, elle peut se normaliser et surtout, il y a des faux donc positifs dans la rhinite allergique, dans la mucoviscidose ou dans la BPCO. Mais ce qui est admis actuellement aussi, c'est que si vous avez un test négatif chez un patient qui n'est pas sous traitement, sous corticoïdes, et qui a des symptômes, il est probable que ça ne soit pas de l'asthme. Donc, c'est une valeur plus prédictive négative que donc positive. L'épreuve d'exercice, ça a le même intérêt que le test de provocation. Elle est plus indiquée chez les personnes qui font de l'asthme d'effort ou chez les patients suspects aussi d'asthme qui souhaitent faire un sport surtout de compétition. Ça peut se faire sur un tapis roulant, en bicyclette ergométrique ou sur un terrain. Donc, on peut sensibiliser le test en faisant respirer le sujet de l'air sec et on va mesurer le VMS après 1, 3, 5, 7, 10 minutes, 15. Et évidemment, si vous avez une diminution du VMS qui doit être supérieure à 10% de la valeur initiale et 200 millilitres, le test est positif. Bien. Pour finir, en fait, devant un patient qui présente des symptômes respiratoires qui sont variables, il n'a jamais pris de traitement, vous faites le test, vous trouvez qu'il présente un trouble obstructif, il est en même temps réversible, vous n'avez plus de problème, diagnostic est fait. Maintenant, si vous n'avez pas pu faire cette spirométrie au début et vous avez mis le malade sous traitement, là, il y a différentes possibilités. La première, c'est qu'il est sous traitement, c'est vrai, mais avec ces symptômes, on a mis en évidence cette limitation variable et on fait le diagnostic. Parfois, ça ne pose pas des problèmes. Mais des fois, du fait que le malade a été mis sous traitement, eh ben, on ne va pas trouver cette limitation variable. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va refaire le test après suspension des bronchodilatateurs ou au cours des symptômes, comme on a vu tout à l'heure, on va chercher de mettre en évidence un peu cette variabilité. Si on arrive à le faire, on confirme le diagnostic. Mais si on n'arrive pas à le faire, là, il y a deux cas de figure. On a tout fait, on n'a pas mis en évidence cette variabilité. Si vous avez un VMS qui est supérieur à 70%, là, le test de provocation peut se faire. Et ce test de provocation, s'il est positif, il confirme le diagnostic, mais s'il est négatif, il faut à ce moment-là arrêter le traitement et puis voir si après, les symptômes vont réapparaître ou non. Par contre, si le VMS est inférieur à 70%, à ce moment-là, on ne peut pas faire le test de provocation, mais on peut intensifier le traitement pour voir s'il répond ou non à ce traitement et on va réévaluer après 3 mois. Ça, c'est la forme habituelle. Il y a deux cas extrêmes maintenant. Le premier cas extrême, c'est lorsque vous avez un sujet qui a peu de symptômes respiratoires. Ce n'est pas très symptomatique. La fonction pulmonaire est normale, il n'y a pas de limitation variable du débit expiratoire. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait?
on va refaire le test, on va refaire le test de, on va refaire le test de, je vais prendre le temps de fermer parce que sinon ça ne va pas s'arrêter. Il faut refaire le test après suspension des bronchodilatateurs ou pendant les symptômes. Et s'il reste négatif, c'est que probablement ce n'est pas là, ça peut être autre chose. Maintenant, si après il y a réapparition des symptômes, à ce moment-là, rebelote, on revient au même raisonnement. Le deuxième cas extrême, c'est les sujets qui ont une dyspnée en fait persistante, il a un TVO persistant, mais qui ne répond pas bien au bronchodilatateur. À ce moment-là, on doit intensifier le traitement et faire une spirométrie après 3 mois, mais s'il reste toujours négatif, il faut penser à ce que ce soit un autre diagnostic ou soit c'est un syndrome de chevauchement asthme BPCO. Alors, je vais finir pour dire 2 mots sur l'intérêt des EFR dans le suivi et le contrôle de l'asthme. D'abord, il faut savoir qu'il y a une grande variabilité de la perception de la gêne respiratoire chez les asthmatiques. D'abord parce que lorsque l'obstruction bronchique est assez prolongée, eh bien, les gens vont moins sentir leurs symptômes. Pourtant, ils font beaucoup plus d'exacerbations, il y a un risque de mortalité plus important. Et c'est pour cette raison qu'on sait aujourd'hui qu'il existe une mauvaise corrélation entre les scores tels que l'ACT et la fonction respiratoire. De même, on sait qu'il existe une forte corrélation entre le VMS et le risque d'exacerbation, de déclin de la fonction respiratoire et de l'handicap respiratoire. Si un enfant a un VMS bas, il est probable que dans le futur, il va avoir un VMS qui sera plus faible. Si le VMS est bas, il est probable que le sujet va faire plus et c'est un patient à risque, il va plus avoir un déclin de sa fonction respiratoire. Et c'est pour cette raison qu'une approche de suivi qui est basée sur les symptômes sans les EFR peut sous-estimer le risque d'exacerbation. Donc, il ne faut pas se limiter au contrôle donc symptomatique, mais il faut faire aussi la spirométrie. Quel est le rythme? Alors, quel est le rythme? Bon, vous voyez que finalement, on a mis la mauvaise... c'était pas la bonne présentation. Alors, évidemment, il faut faire le diagnostic, il faut faire la spirométrie au moment du diagnostic ou au début du traitement. Deuxièmement, 3 à 6 mois après le traitement de contrôle. Alors, quel est l'intérêt de cette première spirométrie après le traitement? C'est pour mettre en évidence la valeur de base de votre patient lorsqu'il est contrôlé. Et actuellement, on donne plus d'importance à la valeur du VMS de base du sujet qu'à sa valeur par rapport à la valeur théorique. Et donc, il est important de voir quelle est finalement sa valeur de base. Après, en fonction de la sévérité, si le patient est un patient à risque, on va faire tous les 3 mois. Si c'est un asthme qui n'est pas très sévère, on peut faire une fois par an. Il y a même des gens qui le préconisent de le faire une fois tous les 2 ans. Alors, au cours de l'évolution, donc faire la spirométrie dans les mêmes conditions, comme on vient de le dire tout à l'heure. Et un point important sur ce que a dit tout à l'heure Siali, si vous avez une réversibilité persistante, ceci veut dire que l'asthme n'est pas contrôlé. Vous voyez le malade, il est bien, il est sous traitement, vous faites la spirométrie, vous trouvez que malgré le traitement, il a un TVO et il est réversible, et bien ceci veut dire qu'il n'est pas contrôlé et qu'il faut mieux voir le traitement, même si symptomatiquement, il n'est pas très gêné. Et je vous remercie.